Je m'appelle Jérôme Sinclair, je suis artiste, ingénieur et chercheur dans le champ des arts numériques. En dehors de mes travaux personnels, je suis à l'origine de la création de la branche française du Graffiti Research Lab, autrement appelé GRLFR, du collectif le Dead Minitel Orchestra, alias DEMO, de l'Internet of Dead Things Institute, alias IODT, et enfin, je participe aux travaux du groupe de travail disnovation.org, dont Maria Roskowska et Nicolas Maigret sont à l'origine. L'intitulé de cette conférence est Décode, Décode, et il sera donc question de l'usage du langage informatique dans un but créatif. À travers l'analyse d'une partie des œuvres que j'ai créées ou auxquelles j'ai participé, je reviendrai sur les différentes étapes de leur réalisation et leur évolution dans le temps, quand c'est le cas. Pour commencer, je me pencherai sur mes tout premiers travaux. Ensuite, je vous parlerai des projets en lien avec le Minitel. Et pour finir, il sera question de ma contribution aux travaux du groupe de travail Disnovation. J'utilise depuis mes débuts des logiciels libres ou open source. Au début des années 2000, j'ai commencé à créer des œuvres génératives au format NetArt, deux termes que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai baptisé UGA pour Univers de génération aléatoire. Dans un premier temps, je me suis servi uniquement d'images fixes, réparties sur une grille que j'ai fait se succéder aléatoirement en fonction du mouvement de la souris. Je me suis par la suite intéressé au domaine de l'art contemporain, non pas pour y entrer, mais plutôt pour en faire la critique, ou tout du moins pour m'en amuser. Cela a donné lieu à une création qui pose deux questions essentielles de manière aléatoire. Avez-vous vu la dernière exposition de un tel ? Ou verrez-vous la prochaine exposition de un tel ? Cette production s'est accompagnée d'un travail sur la théorie des couleurs et a vu la création d'un algorithme en PHP permettant de sélectionner des couleurs complémentaires. J'ai donc eu besoin de noms d'artistes contemporains que j'ai obtenus, pour la plupart, en m'inscrivant sur un bon nombre de newsletters de galeries à travers le monde. En effet, Twitter et Facebook n'existaient pas encore ou étaient encore assez confidentiels. J'ai ainsi créé et mis en ligne une base de données PHP MySQL contenant des noms d'artistes contemporains ainsi qu'un formulaire de saisie me permettant de gérer tout cela manuellement pour au final avoir une base de données contenant plus de 9000 noms. Par la suite, j'ai envisagé d'utiliser les logs de connexion du site web hébergeant ces œuvres pour produire des données aléatoires servant à générer automatiquement des images. Mon objectif étant alors de générer du trafic de manière plus ou moins artificielle. J'ai créé une page présentant aléatoirement une liste d'artistes, chaque nom d'artiste comportant un lien vers une autre page présentant une nouvelle liste aléatoire, le tout formant, au final, un gigantesque sac de nœuds visant à faire s'égarer les moteurs de recherche au cours de leur indexation. Le système a commencé à plutôt bien fonctionner, mais le travail d'alimentation en information de la base de données artistes me prenant du temps, j'ai envisagé une autre solution. Pour ne plus avoir à fournir ce contenu, j'ai développé un système présentant des contenus issus de sites traitant d'art contemporain, Art News, Art Facts, en transformant tous les liens pour pointer localement vers mon site tout en affichant les images des sites d'origine. On pourrait décrire cette technique comme une vampirisation ou un parasitage. Ceci étant tout de même problématique en termes de droit, pour dissimuler la chose, j'ai choisi d'afficher des contenus différents au moteur de recherche, que j'étais ainsi en mesure d'identifier via ce qu'on appelle les user agents, et un autre contenu aux utilisateurs lambda. Ces derniers se voyant affichés sur une simple page, satisfied ou unsatisfied, sous forme de question. Peu à peu, le trafic est monté en flèche, essentiellement du fait des crawlers, robots d'indexation des moteurs de recherche, et j'ai généré quotidiennement, via la librairie GD de PHP, des images basées sur les hits par seconde dont on peut voir l'évolution ici. Chaque pixel représente une seconde et chaque pixel blanc une visite. Cela m'a également valu un certain nombre de mails d'artistes ou professionnels de l'art, curieux ou passablement énervés, se demandant pourquoi, lorsqu'un moteur de recherche leur indiquait que mon site disposait des informations qui les concernaient ou qu'ils recherchaient, ils ne les trouvaient pas en visitant les URL indiquées.
L'aventure a pris fin prématurément lorsque des sites dont j'utilisais les sources, Artfax pour ne pas le citer, a menacé mon hébergeur de le blacklister face à ce flot continu de connexions provenant de ses serveurs. Du mien donc. Ces premiers travaux m'ont permis de me rendre compte que développer ses propres outils est à la fois enrichissant, mais surtout que cela favorise l'émergence de nouvelles idées, parfois extrêmes. De plus, le fait d'envisager la réutilisation de code à travers divers projets sous forme de librairies ou d'utilitaires propres à sa pratique permet de gagner énormément de temps pour aller d'une idée à sa réalisation. En 2007, sur les recommandations d'un ancien collègue qui connaissait mes travaux, j'ai découvert Processing et à peu près dans les mêmes temps Arduino. Cette rencontre m'a fait sortir du tout NetArt et m'a permis de diversifier ma pratique, ma palette de langages et d'outils pour pouvoir investir l'espace physique d'une part et expérimenter avec l'image animée, et non plus l'animation d'image, ainsi que le son et l'électronique. Le mariage de ces différentes technologies m'a permis de réaliser un premier projet que j'ai appelé eForest. Il s'agit d'une installation interactive avec un son ambiant spatialisé qui place le spectateur à la nuit tombée à l'orée d'une forêt qu'il peut balayer à l'aide d'une lampe torche. Techniquement, il s'agit d'une manette de Wii qui commande le déplacement d'un calque et l'éclairage localisé des graines géantes en céramique créées par Séverine Cadier avec qui j'ai collaboré. La Wiimote, connectée en Bluetooth, envoie les informations de déplacement au Processing qui gère l'affichage, déclenche les sons et pilote l'intensité des éclairages via Arduino. C'est à cette période, grâce à l'émergence des réseaux sociaux, essentiellement Twitter, que j'ai commencé à me sentir un peu moins seul et à découvrir les travaux d'autres artistes dans mon domaine. Online donc, mais aussi offline, grâce par exemple aux rencontres Processing Paris organisées par Mark Webster. En 2010, je suivais depuis quelque temps les travaux d'Evan Roth, du Graffiti Research Lab et de FatLab. Suite à un appel à contribution émanant d'Evan, j'ai travaillé sur une librairie permettant l'enregistrement de tracés de tags, le Graffiti Markup Language. La gestion du Graffiti Markup Language existait sur différentes plateformes, hormis Processing. C'est ainsi que j'ai été sollicité par Golan Levin pour collaborer sur le projet Obama GML Playa, qui consistait à détourner une image de Barack Obama signant sur un mur lors d'une visite officielle, pour au final lui faire dessiner des tags dont le tracé a été enregistré au format numérique sur le site blackbook.com. Golan m'a ensuite suggéré de contacter Evan, qui venait de s'installer à Paris, chose que j'ai faite. Et de fil en aiguille, j'ai fini par créer la branche française du Graffiti Research Lab, le GRLFR, en 2011, qui a rassemblé au cours du temps bon nombre de personnes d'horizons divers pour produire de nouveaux projets sous une forme collaborative. La diversité des pratiques et connaissances de chacun nous a permis de réaliser de nombreux projets ayant pour but de fournir des outils open source visant à se réapproprier l'espace urbain. Voici un petit florilège de projets qui impliquent tous du code informatique. Oh, je me présente Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta touve. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière je crève, comme un Akwarnikov. Vas-y tu me couvres, braquage sur un convoi. Mon flow dans ta couvre, j'attends que ça les achève. Le son t'achève, danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres. Vas-y chauffe, ça rêve n'est pas l'ouvre. Bouge la tête des ouvres, les bourgeois deviennent ouvres. J'ai 8 de bouffe, ça vient de les sous-bois. Pas de son pour les deux bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskova, c'est Négalo Tamba. Ton style est trop bof, moi Hamdoullah ça va. Time, gotta spend what's on my mind. Gotta stay up on my grind, cause this right here's my time to shine. Keep the lyrics coming and make sure the beat is running.
record until I'm done. Then I get the CDs burned and take it to the streets. We shake the trees across the street. Tell the fucking police I'm about to cause a tragedy. About to cause a tragedy. Yeah, I'm about to tear the shit up. Earthquake casualty. What? I don't give a fuck. So clear the way, cause I'm coming through. You've had your fun, now I get mine too. I'm king and you just lost your throne. So pack it up and head on home. Don't waste my time. Hit the road, security walking out the door. I got things to do before I start my show, but first this faggots got to go. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Killing all these... C'est bien ça. Je lui fais pout-pout, elle me fait pout-pout, et puis ça y est. C'est vraiment commode. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé cela. Au cours de l'aventure GRLFR a débuté une autre histoire d'amour, cette fois avec le Minitel. Simple terminal, antérieur au web, lancé dans les années 80 et qui offrait la possibilité de se connecter à de nombreux services en ligne.
Des discussions entre Florent Deloison et moi-même ont débouché sur de nouveaux travaux, utilisant le Minitel donc. Nous nous demandions comment utiliser cet appareil désuet, emblématique de la technologie de la culture populaire française. Nous avons découvert alors les expérimentations du Theta Lab, Hackerspace de Toulouse, qui consistait à afficher des images sur cet appareil via une webcam, processing, puis Arduino, via une liaison série. J'ai eu l'idée d'en améliorer le principe pour, d'une part, avoir des images d'une meilleure définition et d'autre part, séparer la partie webcam processing de la partie Arduino Minitel pour, une fois l'image générée, la stocker sur Arduino et transformer le Minitel ainsi en cadre photo low-tech. Ce projet a été réalisé avec l'aide de Jan van der Kriesen pour la partie conversion photo et s'appelle 3615 Selfie. En poussant la chose un peu plus loin, j'ai créé une librairie Minitel pour Arduino afin de pouvoir plus facilement et rapidement créer des écrans d'époque ou bien produire de nouvelles créations. Suite à ces premiers projets sur Minitel, nous avons envisagé avec Martin Deby et Feu Antoine Bonnet, tous deux membres du GRLFR, de nous servir de ce terminal pour faire des performances sonores. C'est ainsi qu'est né Demo, le Dead Minitel Orchestra. La première performance de Demo a eu lieu en 2013 à la galerie Plateforme. Depuis, chaque performance a vu le setup évoluer. Dans un premier temps, nous avons utilisé les changements de luminosité de l'écran pour moduler des sons via MIDI, via le Light to Sound Device de Benjamin Gollon ou la librairie Tone d'Arduino. Le rythme d'affichage ainsi que l'intensité lumineuse des caractères affichés à l'écran ou, de manière plus radicale en faisant du circuit bending sur la puce vidéo, nous permettaient ainsi de faire moduler les notes. Pour la génération des sons, le déclenchement des samples ou l'envoi de notes MIDI, nous avons successivement utilisé Arduino, OpenFrameworks, puis Chuck, et nous sommes dorénavant sur un principe de live coding utilisant Tidal Cycles, outil développé par Alex McLean, installé sur un Raspberry, le Minitel ne servant plus que d'écran clavier. D'un point de vue code, Tidal Cycles et les outils de live coding tels P5 Live développés par Ted Davis sur une base de Processing.js dont Lauren McCarthy est à l'origine, sont de mon point de vue le mariage parfait entre code informatique et l'expérimentation directe dans une optique de performance ou simple recherche. Pour finir sur le setup démo, la partie VJing de notre installation est réalisée avec un Raspberry équipé d'une caméra et des superpositions de shaders au sein d'une application OpenFrameworks pilotée en MIDI. Plus récemment, après avoir mis fin aux activités du GRL France, un nouveau projet Minitel a vu le jour en collaboration avec Benjamin Gollon. Benjamin avait dans l'idée de créer un Minitel Café à l'instar des Internet Cafés, lieux de consultation du web en libre service. Après une rapide étude de faisabilité, j'ai conçu un système d'exploitation qui se présente comme une surcouche d'un système Linux, suffisamment léger pour fonctionner sur un ordinateur monocarte de type Raspberry. Nous y avions intégré des outils standards en ligne de commande et j'ai développé quelques applications supplémentaires en Bash. Cela permet donc de naviguer sur le web en mode texte, d'écouter de la musique, de jouer à Tetris, de chatter en ligne, etc., etc.
Nous avons intégré ce projet dans une entité plus globale appelée IoDT pour The Internet of Dead Things, dont l'objectif premier est de recycler et détourner des appareils obsolètes. Cette structure reprenant de manière ironique le discours et la posture des startups, le projet a été montré lors de la Biennale Nemo 2019 sous la forme d'un pop-up store, et ce sera à nouveau le cas lors de la Biennale Wro 2021 en Pologne. En parallèle, nous développons un volet éducatif via des workshops, comme cela a pu être le cas lors de No School Nevers, événement créé par Dasha, Elina et Benjamin. Nous publierons prochainement le système sous licence open source et ferons des appels à contribution auprès d'autres artistes afin d'agrémenter le système d'applications ou œuvres supplémentaires créées spécifiquement pour cette plateforme. Enfin, un ouvrage est en cours de réalisation, portant sur le projet, ainsi que l'archéologie des médias, le droit de réparer et la souveraineté technologique individuelle. De nouveaux membres ont également rejoint le collectif, Sarah Garcin, Pauline Briand et Mamadi Diarra. Le bilan que je tire de cette période est qu'il est important de diversifier ses pratiques, langages de programmation et plateformes. Linux et open source m'ont donné une plus grande marge de manœuvre et offert plus de possibilités de création compte tenu de la grande diffusion de ces outils et du fait que l'on trouve aisément réponse aux problématiques que l'on peut avoir. Et quand il n'y a pas de réponse, il y a bien souvent des alternatives. D'autre part, au cours de ces différentes expériences et projets, je me suis employé à travailler avec des systèmes, Minitel ou Raspberry, ayant des performances réduites dont il a fallu tenir compte et qu'il a fallu contourner. Cette économie de moyens et ce recyclage ou réemploi, associés à une nécessaire optimisation, sont un exercice relativement intéressant d'un point de vue code, mais aussi déontologiquement dans un domaine somme toute peu écologique. Concernant Disnovation, il s'agit d'un groupe de travail à dimension variable se situant à l'intersection entre l'art contemporain, la recherche et le hacking. Disnovation crée des situations ou conditions permettant de se positionner en rupture avec les idéologies faisant l'apologie du tout technologique et invite ainsi à imaginer des récits alternatifs post-croissance. Le projet Predictive Artbot part du constat qu'à l'ère de l'hyperconnectivité, les implications diverses des chambres d'écho médiatiques sont de plus en plus évidentes. Les groupes, aux comportements similaires, sont cloisonnés dans des bulles de filtres, tandis que quelques sujets massivement repostés tendent à monopoliser la majeure partie de l'attention disponible. Ces chambres d'écho, qu'on peut qualifier d'insulaires, affectent fortement les modes de pensée, ce qui se traduit par des imaginaires de plus en plus homogènes au sein de groupes de personnes partageant les mêmes idées. Ainsi, Predictive Artbot caricature cette prévisibilité de l'influence des médias en automatisant et en court-circuitant le processus créatif humain. Mais au-delà de la simple automatisation, il vise à stimuler des associations d'idées débridées, contre-intuitives, voire déconcertantes. Il s'agit d'un projet qui a évolué au cours du temps sous 3 formes successives. Les 2 premières, strictement offline, présentaient des concepts et propositions artistiques via des ventilateurs à LED ou encore des panneaux de LED. C'est à ce moment que j'ai commencé à intervenir sur le projet. Sa version actuelle est le fruit des idées de Nicolas et Maria et j'ai pour ma part mis en forme techniquement leur intention en fonction de leur faisabilité. Predictive Artbot est maintenant un algorithme qui puise dans les grands titres d'actualité du moment pour en faire des concepts artistiques. Pour ce faire, il surveille en permanence les tendances émergentes parmi les sources d'informations les plus influentes dans des domaines aussi hétérogènes que la politique, l'environnement, l'innovation, la culture, l'activisme ou la santé. Sur cette base, il identifie et combine des mots-clés pour générer de manière entièrement automatisée des concepts d'œuvres d'art allant du déraisonnable au prophétique en passant par l'absurde. Chaque prédiction devient une expérience de pensée attendant d'être incubée, détournée ou appropriée par un hôte humain. Techniquement, c'est un projet relativement complexe qui fait intervenir différents langages de programmation et d'outils, tant au niveau infrastructure qu'au niveau présentation. Nous avons d'une part des fils RSS de différents médias, c'est-à-dire des sources d'informations regroupant un condensé des articles parus sur ces sites. Ces informations sont récupérées de manière régulière. Il s'agit des titres et des images.
Et ensuite, un outil d'analyse du langage naturel développé par l'université de Stanford nous permet d'extraire les principaux mots-clés. À partir de ces mots-clés, nous construisons des listes de mots thématiques et nous avons ensuite une liste de phrases à tiroirs dans lesquelles nous venons remplacer les trous par des termes d'actualité identifiés précédemment par cet outil d'analyse du langage naturel. Le bot se présente au spectateur sous la forme d'une page web séparée en deux parties. Dans la partie gauche, le bot fait défiler un fil d'actualité, puis s'arrête pour sélectionner au sein des titres d'articles des termes qu'il utilise dans la seconde partie, c'est-à-dire sur la droite, pour composer une proposition artistique qu'il saisit à l'écran. Le spectateur a alors la possibilité d'agir en tant que curateur et faire poster sur Twitter la proposition actuellement à l'écran. D'un point de vue code, ce projet est particulièrement intéressant. Compte tenu de sa complexité et des différentes temporalités, c'est-à-dire moteur de fond, analyse, couche de présentation, synchronisation, interaction, il a été nécessaire de décomposer l'ensemble en nombreuses briques logicielles. Chaque partie fonctionne de manière autonome, de telle sorte que si un des rouages bloque, l'ensemble ne se grippe pas. C'est plus aisé en termes de développement et de maintenance, notamment lorsqu'on travaille avec des technologies émergentes ou instables. Ou bien encore lorsqu'on a une couche de présentation associée à un moteur de traitement d'information. Le fait de décorréler les deux diminue les risques et la charge du programme et le rend plus tolérant aux pannes. Le dernier projet d'Isnovation sur lequel j'ai travaillé fait partie d'un des volets de l'exposition Post-Growth. L'exposition Post-Growth nous invite à remettre en question les récits dominants sur la croissance et le progrès, et à explorer les implications radicales d'un modèle économique spéculatif basé sur l'énergie émise par le soleil. L'exposition offre des perspectives pour abandonner la surexploitation des combustibles fossiles au profit de l'ancienne lumière du soleil. Une énergie concentrée sur des millions d'années dont dépend principalement la reproduction de nos sociétés d'aujourd'hui. La série d'œuvres d'art présentées réenvisage le métabolisme social à travers une compréhension de l'énergie qu'il requiert, en reconnectant la survie humaine avec l'activité vivante et matérielle de la biosphère, en s'appuyant sur l'écoféminisme, les connaissances indigènes, la comptabilité environnementale et le matérialisme historique. En complément de l'exposition principale, une série d'ateliers, de discussions et d'entretiens filmés permettent d'explorer plus avant les scénarios de transition vers une société post-fossile et leurs défis implicites. Post-Growth est une invitation à un examen collectif et pratique de l'avenir de la vie sur la planète, en examinant la notion de croissance sous ses multiples facettes et implications, en testant les limites de la technologie, de la politique et de notre imagination. Concernant le volet Farm, l'orthodoxie économique dominante par laquelle nous sommes formés pour décrire et évaluer nos relations quotidiennes avec la société, le monde et la biosphère, maintient cette hypothèse héritée du XVIIIe siècle, selon laquelle les ressources naturelles sont illimitées et que par conséquent leur valeur tend vers zéro. Ceci a pour effet de cacher et de dévaloriser les dépendances matérielles de nos sociétés envers les écosystèmes. Comment décrire à nouveau notre relation avec le monde vivant, la circulation de l'énergie et de la matière dans la biosphère afin de rendre visibles ces dépendances au lieu de les occulter? En guise de réponse, l'expérience The Farm consiste en un mètre carré de blé cultivé de manière totalement artificielle dans un environnement fermé où tous les intrants sont contrôlés et mesurés. Eau, lumière, nutriments. Ce protocole permet d'estimer les ordres de grandeur des flux de matière et d'énergie autrement assurés par les écosystèmes des terres arables. L'objectif est donc de dévoiler l'immense échelle des contributions des écosystèmes, une influence implicite, fondamentale pour tous les processus humains et non humains, qui est rendue invisible par convention dans l'économie néoclassique. SolarShare, The Farm, cherche à démontrer un défi fondamental et paradoxal à la proposition des agro-industries de subvenir aux besoins nutritionnels des grandes populations urbaines par le biais de maisons de culture et autres environnements contrôlés artificiellement.
Cette expérience d'un mètre carré rend manifeste la vaste infrastructure technique et les flux d'énergie nécessaires pour cultiver un aliment de base comme le blé dans un environnement artificiel. Dans l'économie actuelle, il est rentable de produire artificiellement des produits agricoles à forte teneur en eau, comme les légumes verts à feuilles et les tomates. Toutefois, d'un point de vue systémique, cette rentabilité et cette efficacité apparente du système actuel reposent sur la disponibilité d'une énergie fossile bon marché, sur l'extraction de ressources non comptabilisées et sur la pollution à l'échelle planétaire, engendrée par des processus subordonnés allant de l'exploitation minière à la fabrication d'appareils électroniques, en passant par le fret international. La présente expérience vise à révéler les nombreuses couches d'interdépendance invisibilisées et à fournir un calcul spéculatif de référence des services écosystémiques incalculables en jeu dans l'agriculture conventionnelle. Techniquement, une fois le blé planté, on se sert d'un capteur d'humidité et de température comme référence pour automatiser l'ensemble, à savoir l'éclairage et l'arrosage. Le tout est piloté par un Raspberry qui surveille l'installation en permanence, récupère les données vitales via Bluetooth, active les éclairages et l'arrosage via des prises Wi-Fi qui en sus renvoient les valeurs de consommation électrique. Toutes ces données sont envoyées à un serveur qui les stocke dans une base de données MongoDB et présente ces informations sous forme de tableau de bord, à la fois en ligne et au sein de l'exposition. La progression de la pousse est enregistrée par une caméra qui photographie le tout toutes les minutes et envoie également les clichés au serveur. Pour conclure sur le volet d'Innovation, ces deux expériences au sein du collectif dévoilent une autre dimension du code créatif que sont l'administration système et les outils en ligne de commande. Habitant à Nancy, je travaille par conséquent à distance avec Nicolas et Maria qui sont à Paris quand ils ne parcourent pas le monde pour des résidences ou des expositions. Une grande partie de notre collaboration et de notre infrastructure repose sur des serveurs qui hébergent les différents projets ou qui fédèrent les informations produites localement au sein d'expositions, comme on vient de le voir. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, donc. Loin de moi l'idée de critiquer son utilisation à des fins artistiques, je n'ai jusqu'à présent pas éprouvé le besoin de l'employer dans mes travaux. J'ai bien sûr examiné la question et me suis intéressé aux différentes possibilités offertes par divers outils, notamment grâce aux excellentes ressources développées par Jane Kogan. Je n'ai pas estimé nécessaire de pousser l'expérience beaucoup plus loin, car d'une part cela représenterait un certain investissement en temps, ainsi qu'en matériel. Sur ce dernier point, celui du matériel, ma démarche est plutôt inverse et tend vers un certain minimalisme en termes de ressources système. Par ailleurs, je ne veux pas céder à un effet de mode qui viserait à utiliser le motif technologique pour mettre en avant telle ou telle de mes productions sous couvert qu'elle implique de l'intelligence artificielle enfilée au chausse-pied. Cela m'aurait en effet permis de répondre à 50% des appels à projets que j'ai vu passer ces 4 ou 5 dernières années. Cette mode a vu naître des projets tout à fait intéressants et d'autres franchement navrants. Ce principe de répondre à la demande n'est à mon avis pas sain et c'est notamment une des raisons qui a vu le GRL France, après quelques années, s'épuiser à faire ce que l'on attendait de lui plutôt que de se renouveler et rebondir sur d'autres choses dans son domaine. C'est donc pourquoi je n'ai pas pris la balle intelligence artificielle au rebond, pas plus que celle de la réalité virtuelle et augmentée. On peut y voir un effet blasé de ma part face au mode technologique, et cela n'est pas complètement faux. J'aurais donc pu en prendre le contre-pied et m'en amuser de manière ironique, mais je crois que j'étais plutôt bien occupé sur d'autres terrains d'action. Cette conférence touche donc ici à sa fin, et je vous remercie pour votre attention.